Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le 4 juin je crois, ouais ça doit être ça, le 4 juin. Donc on va faire un petit récap. Alors j'ai pas mal de trucs à vous montrer et à vous dire. Alors surtout concernant l'arrosage. J'ai fait beaucoup de tests et c'est disons pas très concluant. Il y a pas mal de choses qui sont pas très intéressantes finalement. J'ai trouvé 2-3 façons que ça soit un peu mieux, mais je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, pour pas que j'oublie, ouais, on va commencer par autre chose d'abord. Alors pour commencer, on va regarder un peu tout ce qui est potimarron et melon. Donc pour ça, ça a bien pris. Donc ça va, ils se sont pas trop fait attaquer. Comme vous pouvez le voir là, les pastèques, eux, ils se portent très bien. Vous voyez déjà, il y a les fleurs des pastèques qui commencent à se faire, les fleurs mâles. Donc ils sont pas mal grands. Il y a en moyenne 2-3 fleurs par pastèque, par pied de pastèque, donc des fleurs mâles. Donc pour ça c'est très bien, du coup on aura une bonne pollinisation. Là-bas vous voyez il y a encore un autre pastèque, lui il est un peu plus grand, je vois 1, 2, 3, 4, je vois 4 fleurs. Donc vous voyez déjà pour les pastèques c'est pas mal. Au moins quand il y aura des fleurs femelles, c'est impeccable, elles vont bien se polliniser, il n'y aura pas de dégénérescence. Pour ce qui est des melons, les melons ça se passe très bien. Il y a beaucoup de fleurs. Je suis même étonné qu'il y en ait pas mal de fleurs, comme ça. Là, je commence déjà à avoir mes premiers petits melons. Regardez-moi celui-là. Alors celui-là, je sais pas du tout ce que c'est comme melon. Celui-là, aucune idée aussi. Ça doit être peut-être la même variété. On dirait des courgettes rondes. Il y en a un peu partout, hein. Là, je pourrais pas trop vous montrer s'il y en a trop. Après, il faut les trouver. J'essaie quand même de vous montrer quelques-uns. Ça doit être des melons jaunes. Vous savez, les longs jaunes. Ouais, je pense que ça doit être ça, les longs jaunes. Après, je dois avoir les lunettes étoilées quelque part. Celui-là, je sais pas trop ce que c'est. Aucune idée. Après, il faut savoir que j'en ai pas mal des variétés différentes que j'ai jamais fait, que je laisse garder en stock. Donc pour savoir c'est lesquels, alors là, aucune idée. Je les charentais, j'ai un peu de tout, hein. Je dois avoir à peu près une dizaine de variétés différentes en melon. En pastèque peut-être un peu moins, je dois avoir 3-4 variétés différentes. Ça vous voyez c'est encore un autre melon. Variété toujours différente. Ouais, c'est compliqué d'aller là-dedans. Donc j'ai retiré les espèces de tunnels pour les bestioles, parce que ça devenait trop accaparant l'intérieur, avec les lianes qui commençaient à trop se faire. Du coup j'ai dû retirer, hein, ça a trop grandi. Attendez, je coupe 2 secondes, j'ai la gorge. Hop, voilà. Alors là, vous voyez, là, il y a encore un autre beau melon. Il y en a un peu partout, hein. Après, j'ai mis combien de pieds? J'ai dû mettre une cinquantaine de pieds de melon, un truc comme ça. J'ai dû faire 150 pieds de melon. Et en espérant qu'ils ne crèvent pas. Vous savez, faut toujours en mettre beaucoup, on ne sait jamais. Et finalement, sur les 150, dans cette partie-là, il y a les 50, ils ont survécu, quasiment tous. Là encore un autre melon, vous voyez, ça doit être un charentais, je pense. Là, il y en a un là-bas. Alors ça, je ne l'avais pas vu au début, du coup, dommage. Il s'est éclaté. Vous voyez, il s'est ouvert sur le côté. Ça, c'est parce que je mettais de l'engrais, donc l'urine. Et du coup, comme j'avais pas vu le melon se faire, il a eu trop d'engrais de croissance, on va dire. Et du coup, il s'est éclaté. Parce qu'à savoir, un melon et un pastèque, il ne faut pas du tout leur mettre d'engrais quand ils produisent. Hein. Parce qu'après, quand ils ont un excès, tu as le melon et le pastèque qui se éclatent. Donc ça, c'est un truc à pas faire. Les tomates qui se font bien.
Regardez-moi ça, les belles petites tomates là. Impeccable, hein. Les maïs qui poussent très bien. Ils commencent à avoir la petite chevelure là. On va prendre celui-là aussi. Là, celui-là, on voit un peu l'épi là qui commence à se faire. Donc impeccable. Les haricots, ben, ils sont bien. On va aller faire un petit tour voir les haricots. Ils commencent petit à petit à pas dire à sécher, mais ils sont faits en tout cas. Hop. Vous voyez là, ils sont encore mous. Là aussi, ils sont encore bien mous. Ils sont pas mangeables, hein, parce que si on les mange, ils vont être bourrés de filaments. Ceux-là de l'extérieur, je les garde surtout pour les, comment dire, pour la reproduction, pour les graines, très important. Je crois qu'on a fait le tour pour tout ce que j'ai planté de ça. J'ai pas voulu faire de légumes comme carottes, etc. J'ai voulu plutôt m'investir dans les melons et des pastèques afin d'avoir pas mal de, ben, on va dire de graines, hein, pour quand je pourrais remettre ça dans le champ, j'aurai de quoi faire on va dire du 1000 m² de potimarron, 1000 m² de melon, 1000 m² de pastèques, etc. Parce que comme vous le savez, quand on commence à se déclarer en tant qu'entreprise maraîcher, on n'a plus le droit d'acheter des graines, hein. Les graines, c'est réservé aux particuliers, pas aux entreprises. Donc on est obligé de commencer petit, faire sa reproduction de graines, et après se lancer dans du maraîchage pour la vente. Et comme moi je ne veux pas acheter de plants à base de graines dégénérées, de graines OGM, de graines trafiquées, tout ça, ben, je suis obligé de faire mes graines moi-même, jusqu'à que j'ai le stock suffisant de tout pour pouvoir lancer là-dedans. Vous voyez, par exemple, là je fais pas mal de comment ça s'appelle, de maïs, pour pouvoir avoir un bon stock de maïs et faire après 3-4 000 m² de maïs pour pouvoir nourrir les poules, les cochons et tout ça. Et après tout ça je mettrai sur le terrain. Là on a encore des tomates. Vous voyez, elles sont belles, hein, elles se sont bien faites, hein. Alors j'ai voulu faire une expérience cette fois-ci de ne pas mettre les tomates sur des piquets, sur des tuteurs, sur des pour les faire monter. Et finalement, vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. Ça marche très bien comme ça. Ça prend légèrement un peu plus de place, forcément. Mais au final, je suis pas déçu, hein. Ça marche très bien. Et j'ai remarqué une chose, en laissant tomber comme ça, les troncs se développent beaucoup plus. Alors je sais pas si je peux vous le filmer. Non, ça va pas le capter sur la caméra. Non, ça va pas passer. Ah, c'est difficile, hein, quand on filme pour montrer les trucs qu'on voit avec nos yeux et pas avec la caméra. La caméra n'arrive pas à prendre en compte tout ce que nous on voit avec les yeux. Donc c'est un peu délicat de vous montrer tout ça. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, là franchement, c'est pas mal, hein. Alors j'ai tout mis sur aiguille de... je vais revenir là-dessus après. Je finis d'abord de vous montrer un peu tout ça. Pour ce qui est des haricots que j'avais fait dans la serre, bah, eux je les récupère, mais malheureusement dans la serre c'est pas vraiment pollinisé, donc je sais pas si ça va être top. On verra bien. En tout cas, je noterai les graines que c'est des graines de serre et après je les testerai à l'extérieur. Ça c'est le soja. Le soja qui a été une réussite, j'ai voulu faire un test. Ben écoutez, apparemment j'ai la main verte pour les sojas, donc c'est très bien. Je vais voir pour en refaire. J'ai voulu faire juste un petit carré de 3 m², voir un peu ce que ça donne, pas gaspiller de la place. Parce que là chez moi j'ai quoi, je dois avoir 300 m², un truc comme ça. Je peux pas me permettre de faire un peu de tout. C'est une année je fais 50 m² de carottes, l'année suivante je fais 50 m², etc., etc. pour avoir les graines.
C'est comme vous savez, il faut au minimum 100 pieds de quelque chose pour avoir une bonne génétique. C'est pas évident de faire en petite quantité. Bon, ok, donc tout ça, voilà, je vous ai montré. On va passer maintenant au système d'arrosage. Je vous reprends. Alors, pour le système d'arrosage, je me suis bataillé pendant des mois. Franchement, c'est un peu galère. C'est un peu galère à trouver ce qu'il faut. Déjà pour le réducteur de pression, ça c'est très important. Je me suis bataillé à trouver un réducteur de pression bien. Désolé, je commence à avoir le nez qui coule. Alors, j'en ai acheté deux. J'en ai un autre qui était un peu comme celui-là. Franchement, c'est pas top. Ça réduit pas vraiment la pression. C'est de la grosse zeub. On les trouve un peu partout, ces réducteurs de pression là. Mais c'est vraiment... c'est superflu. Je suis parti sur un autre comme ça, un peu plus cher, dans les 40-50 €. Pareil, de l'agnotte. Ça réduit pas vraiment la pression. En fait, tant que ça coule, la pression est stable. Et une fois que ça arrête de couler, la pression elle remonte. Ou des fois, ça dépend du volume utilisé. Vous avez une pression beaucoup plus basse ou beaucoup plus haute. Mais enfin, le réglage de base, par exemple, si vous le mettez sur 3 bars, il va jamais être à 3 bars. Il va être soit à 2 bars, soit monter à 4 bars, soit à 3 bars 5. Enfin, c'est un peu du grand spectacle, hein, des trucs comme ça. Puis après, je suis parti sur ça. Un truc d'irrigation professionnelle. C'est pas cher. Franchement, oh, toi tu me gênes. Voilà, ce truc d'irrigation là. Je vais essayer de vous le mettre en grand, comme ça vous pourrez le chercher sur internet. Hop. Si ça veut bien faire un petit focus dessus, non, ça veut pas. Ah, c'est toujours la même avec ces smartphones là. Bon, dans tous les cas, vous avez pu avoir quand même le nom. Donc ce système d'irrigation là, franchement ça marche mieux. Ça reste vraiment à 1 barre 3. Il n'y a pas de souci. Alors ça va de, je crois que c'est de 0,6 bars jusqu'à 2 bars. Et après vous avez d'autres systèmes d'irrigation comme ça professionnels qui montent jusqu'à 4 bars. Et ça franchement ça marche bien. Il n'y a pas de problème à avoir avec ça. Donc déjà prenez un genre de irrigation comme ça en truc de pression, ça marche très bien. Après, je suis parti sur... alors, j'essaie de trouver quelque part. Je reviens. Alors, système d'irrigation comme ça. Donc ça, vous voyez, avec le tuyau de 4,6 mm. Ça, vous voyez, de la grosse zeub. J'avais mis ça partout et c'est pas top. Pour la simple bonne raison que vous voyez ce qui coule, c'est pas vraiment réglable comme vous voulez. C'est soit ça coule trop fort, ça gaspille trop d'eau, soit vous le réglez pour que ça coule un peu moins, mais vous savez pas à combien ça coule. Donc au final, le résultat, c'est pas extra. Là, je l'ai mis pour la menthe, comme il faut un peu mal d'eau, donc ça va, c'est très bien. Mais vous pouvez pas savoir la quantité qui coule, donc c'est pas extra. Après, deuxième truc à goutte. Alors c'est... ça doit être quelque part par là. Je fais une pause et je vous reprends dès que je trouve. Alors, deuxième façon de faire du goutte à goutte, c'est celui-là. Vous le connaissez certainement, vous le voyez partout. Ce petit truc-là, qui cache avec la feuille, bien sûr. Voilà. C'est ce petit truc-là. Ce petit goutte à goutte que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça... c'est pas top. C'est bien, mais c'est pas top. Et le problème, c'est que ils disent du 2 litres par heure. Ça arrose pas comme vous voulez en fait. Ça, on va dire, c'est bon pour les arbres. Vous faites un cercle avec plusieurs gouttes à gouttes comme ça. Vous en mettez une vingtaine en un cercle, en plusieurs cercles
autour d'un arbre, ce qui vous permet d'avoir une certaine quantité d'eau, mais ça arrose vraiment comme ça vite fait, c'est du superflu, c'est pas top. Et donc le troisième système d'arrosage que j'ai fait, c'est avec les aiguilles. C'est-à-dire vous prenez un tuyau 16 mm comme ça là, d'irrigation, et vous repiquez. Alors, je vais essayer de la prendre. Une aiguille comme ça. En fait, vous le piquez sur le tuyau et ça termine avec une aiguille comme ça. Ça, l'aiguille, vous la rentrez dans la terre et tout le long de l'aiguille, ça va couler. Ça permet d'avoir à peu près du 2 litres par heure. C'est le mieux que j'ai trouvé pour le moment. C'est pas trop mal, ça permet de bien arroser. C'est bien contrôlé. Le problème, c'est que c'est assez cher. Vous comprenez que si vous avez un champ, que vous avez, je sais pas, 2000 plants à arroser, savoir que ça coûte dans les 15 euros les 25, c'est 15 euros les 25, ça fait cher quoi. Donc c'est pas top. Au final, je pense que ça reste un truc assez intéressant pour les semis. Par exemple, vous faites 300 semis, vous mettez 300 aiguilles, vous piquez chaque aiguille dans chaque godet et vous faites une irrigation comme ça. Je pense que ce sera la meilleure chose à faire avec les aiguilles. Ça, je le testerai quand je ferai mes semis en fin d'année, début d'année. Et on verra ce que ça donnera avec les aiguilles. J'ai trouvé un autre système d'irrigation. Désolé, ça va bouger un peu. Je change de main. C'est vraiment de la zob comme ces smartphones. Bon, quand ça veut plus faire son focus, ça veut plus. Bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour voir une caméra, on est là pour parler. Donc au final, le meilleur truc que j'ai vu, que j'ai pas encore testé, je vais tester ça en hiver pour la plantation de choux, plantation de fèves, tous les trucs d'hiver. Je vais faire les trucs d'hiver et je vais utiliser, ils appellent ça des gaines d'irrigation. Je sais pas trop ce que c'est, je connais pas trop. J'ai pas vu beaucoup d'agriculteurs en utiliser. Et ceux qui utilisent, ils sont vraiment trop loin de moi. Donc du coup, pour aller les voir et leur poser des questions sur ça, un peu problématique. Ils sont à 80 km de chez moi. Avec des chaleurs comme ça, avec la voiture, j'ai pas envie. J'ai pas envie de chauffer ma bagnole pour savoir. Donc ça, je le verrai plus tard. C'est des espèces de gaines, un peu comme le tuyau d'irrigation là. Vous voyez ce tuyau de 16 là? C'est un genre de tuyau comme ça, avec des goutteurs tous les 20 voire tous les 30 cm. Et ça, ces gaines-là, on est censé les enterrer dans la terre. Et ce qui se passe, ça va plus ou moins arroser la surface de votre terrain, à l'intérieur de la terre. Donc vous voyez, ça a l'air très intéressant. Au lieu de faire du goutte à goutte en surface, ça fait du goutte à goutte en intérieur de la terre. Ça peut être intéressant. En tout cas, il y a beaucoup d'industriels qui utilisent ce système de goutte à goutte. Donc ma foi, pourquoi pas tester et voir ce que ça donne. En tous les cas, on y reviendra d'ici décembre. J'achèterai un pack et puis on testera ça ensemble. Comme ça nous donnera une idée si c'est intéressant ou pas. Pour ce qui est des gouttes à gouttes, ben voilà, je vous ai tout montré. Ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être intéressant par la suite à tester. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Ah oui, le seul problème c'est les pucerons, mais ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Savon noir, tous ces trucs-là, c'est pas top en fait. Là, j'ai mis du savon noir encore sur un petit coup de pastèque et de melon. Ils tiennent pas. Ils tiennent pas, ils aiment pas du tout ça. Et le problème avec les coccinelles, j'en ai des coccinelles, j'en ai plein. Mais le souci, c'est que les coccinelles, elles peuvent pas les bouffer les pucerons parce que j'ai trop de fourmis. J'ai une invasion de fourmis et elles chassent les coccinelles. Comme vous pouvez le constater, il y a des zones en France où il pleut. Du coup, ça régularise tout ça. Moi, chez moi, j'ai pas d'eau. J'ai pas de pluie, j'ai pas d'averse, j'ai rien du tout.
Du coup, ben ça chasse pas le trop, ça régularise pas tout ça. Du coup, j'ai trop de fourmis et il y a des trucs qui vont pas. Ça, je peux rien faire, hein. Je vais pas utiliser un gars qui va venir ratisser toutes les fourmis parce qu'après, je pourrais plus planter. Il n'y a aucune solution pour les fourmis. Ils mettent des produits, c'est pas possible. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis des espèces de gobelets comme ça là, des gobelets comme ça, avec de l'eau et du sucre. Il y a pas mal de fourmis qui viennent dedans. C'est pas non plus une quantité extraordinaire, mais bon, ça au moins ça les tue un peu, sans pour autant empoisonner le jardin. Ça fait une sorte de régularisation, mais bon, c'est pas une solution non plus, hein. Quand il y en a trop, il y en a trop, hein. Enfin voilà, j'ai fait le tour de tout. Je n'ai rien d'autre à dire. On va se reprendre d'ici, je pense, fin juin, début juillet. Allez, sur ce, bonne plantation et bye bye.